Merci beaucoup, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis particulièrement ému de me trouver parmi vous pour fêter le 450e anniversaire de l'Université de Genève. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir discuter avec vous de ce sujet passionnant auquel je suis très attaché, qui est de réinventer les centres culturels au XXIe siècle. Alors, comme je veux couvrir beaucoup de sujets, je vais utiliser beaucoup d'images. Et je vous demande d'attacher vos ceintures, on va partir dans un voyage extraordinaire. Je vais couvrir tous ces sujets. Le monde où nous vivons, les défis et les promesses que nous confrontons, des nouvelles confrontations aujourd'hui auxquelles il faut faire face, la question des identités et des cultures, parfois dites les identités meurtrières, comme les a appelées Amin Maalouf. Et pour moi, cette notion de culture qui vient du mémoire et métissage. Il faut savoir d'où on vient, mais il faut s'ouvrir à l'autre. Et de là donc, quel genre de centre culturel pour le XXIe siècle? Et un petit exemple d'un centre conçu dans l'ère numérique, la Bibliothèque d'Alexandrie, qui donc a ouvert ses portes le 16 octobre 2002. Donc on a à peine 6 ans, on va avoir 7 ans dans la fin de l'année. Et là, je vais dire un mot sur l'action et les sciences et un mot d'envoi. Donc j'ai beaucoup à couvrir et à chaque coup que vous verrez une image rouge comme ça, vous saurez que je commence un nouveau chapitre et vous saurez aussi que j'approche plus de la fin. Donc c'est pas trop problématique. Alors, passons. Le monde nouveau, je voudrais commencer par dire que nous vivons ce que j'appelle la troisième révolution universelle, car il n'y en a eu que deux. La première, c'était la révolution de l'agriculture et de la sédentarisation, qui a permis aux êtres humains, auprès des grandes rivières en général, de fonder les civilisations. Tout ce que donc nous appelons vraiment culture n'a commencé qu'avec la révolution agricole. La deuxième a été la révolution menée par l'Europe, qui a été la révolution industrielle, qui, elle, pas seulement a transformé le mode de production, mais d'une manière beaucoup plus importante, a transformé le rapport entre l'homme, le travailleur, et le produit. Or, qu'il y avait un artisan qui donc produisait quelque chose de fini, de terminé, le travailleur devient juste un maillon dans une chaîne. Il fait un travail répétitif et ça change la qualité du travail. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a eu une transformation en profondeur des sociétés avec l'urbanisation, l'industrialisation et une amélioration marquée du niveau de vie. Alors, aujourd'hui, la troisième révolution, c'est cet acheminement vers la société de l'information. Et comme l'a signalé le professeur Charmela, j'avais déjà parlé d'information, de savoir et de connaissances. Les informations, on ne devrait pas parler de société de l'information. L'information en elle-même n'a presque aucune valeur. C'est l'organisation de cette information en savoir et en connaissance qui nous donne la capacité de transformer nos vies. Mais ce qui nous manque, c'est la sagesse. Parce que ça, c'est très différent. On peut être très bien informé, mais on peut manquer de sagesse. Les gens qui ont fait l'invasion de l'Irak, je crois, avaient tout le savoir nécessaire et les connaissances scientifiques, mais ils ont peut-être quand même manqué de sagesse. Ça, c'est un autre sujet. Alors, cette transformation en profondeur de nos sociétés, elle est lancée en fait par une transformation des ordinateurs et des communications. Donc, c'est l'information de la communication et de la technologie et l'informatique. Et au cœur de cette révolution, c'est la révolution numérique, où, par des 0 et des 1, avec ce code binaire, on peut transformer, que ce soit l'image, le texte, la parole, la musique, tout peut être mobilisé de cette manière, et ça ouvre de nouveaux chemins qui arrivent jusqu'à nos ordinateurs, et les ordinateurs mis en réseau permettent en fait une transformation en profondeur. Et c'est cette transformation qui a permis d'avoir aujourd'hui la nouvelle biologie. Parce qu'il était impossible et inconcevable qu'un être humain puisse faire le suivi de 3 milliards de lettres qui sont dans le génome humain sans avoir accès à ces ordinateurs très puissants.
Or, cette transformation que nous avons déjà vécue sur les modes de transport, sur le monde entier, c'est encore acheminé, ça va beaucoup plus vite. Et en général, on va de la force et de l'énergie vers le cerveau, l'esprit, le savoir, et la propriété intellectuelle devient la source du pouvoir réel. Et ce n'est que le début de cette révolution que nous vivons aujourd'hui. Et avec ça, évidemment, il y a des chocs énormes. Vous avez les chocs financiers actuels, les grandes révolutions sur lesquelles nous sommes en train de passer, tous les systèmes bancaires du monde, les économies du monde, etc. Mais tout ceci n'est pas aussi important pour moi que la nature et la qualité des défis et des promesses auxquels nous faisons face. Alors, quels sont ces défis et ces promesses? Eh bien, on commence très rapidement par la mondialisation. Qu'est-ce que c'est la mondialisation? C'est en fait que les pays souverains se trouvent obligés de travailler les uns avec les autres, alors que leurs frontières deviennent plus perméables au commerce des idées et des finances. Nous sommes joints aujourd'hui par cette technologie, par les courriels, les emails, par la capacité d'être en contact permanent avec tout le monde autour du monde. C'est une nouvelle vérité, et la mondialisation complète a été la mondialisation, pas du commerce, mais du savoir. Et là, alors nous voyons, il y a des gens évidemment qui ont transformé cette mondialisation avec des marchés nouveaux et une société qui rentre dans une rapidité de mouvement qui devient vraiment effarante. Un système financier hors de tout contrôle, comme nous le connaissons et nous le voyons aujourd'hui, qui a fait des riches, mais qui a laissé beaucoup de pauvres, même dans les sociétés riches. C'est-à-dire, l'écart entre les riches et les pauvres, dans chaque pays, a augmenté dans les 15 à 20 dernières années. Et en général, dans les pays en voie de développement, nous ressentons cette mondialisation comme un poids écrasant, un poids qui nous est imposé par des gens qui n'ont aucun intérêt dans la nature de l'humain et qui cherchent seulement le dollar. Et ce fossé qui s'accroît donc entre les riches et les pauvres, les laissés pour compte, je parle par exemple de l'Afrique subsaharienne, de certaines régions défavorisées, des pauvres dans certains pays en voie de développement, ce fossé qui s'accroît, peut-être je peux le signaler de manière plus frappante à travers en fait la connaissance. Ce que vous voyez devant vous, c'est un laboratoire de recherche agronomique. La recherche agronomique contemporaine, c'est comme ça. Mais voilà une image d'un paysan qui cultive le riz en Asie il y a 2000 ans. Et aujourd'hui. 2000 ans, aujourd'hui. Si on n'arrive pas à faire une transformation réelle de ce savoir pour que ce soit un savoir universel qui soit acquis par tous, on va vers un nouveau genre d'apartheid où ceux qui ont accès à la connaissance, ceux qui ont la possibilité et le pouvoir du savoir, vont laisser pour compte ceux qui ne l'ont pas. Et en même temps, même ceux qui ont toutes ces connaissances et toutes ces technologies, en fait, ont manqué de sagesse. Alors, on fait face à un problème d'environnement. Certes, il y a une croissance démographique qui joue un rôle là-dedans, mais là où dans le temps on pouvait dire que le rapport entre l'homme et la société, et de l'environnement, l'écologie était très naturel, aujourd'hui, regardez la même scène à peu près. Ça, c'est au Bangladesh. Je crois qu'il y a plus de pêcheurs que de poissons dans cette image. Et ça montre la pression démographique qui existe dans les pays les plus pauvres du monde. Pendant que dans les pays riches, aux États-Unis par exemple, on continue à gaspiller l'énergie d'une manière incroyable. Et avec les voitures, on continue aussi à polluer l'atmosphère, contribuer donc au réchauffement climatique, et on détruit les forêts un peu partout dans le monde, un patrimoine essentiel que nous perdons, sans compter la pollution que nous amenons dans nos villes, dans nos manières de vivre. Alors, oui, on dit on connaît la Terre et ses habitants, il faut la célébrer, mais je pense qu'il faut restaurer ce que nous avons détruit. Et cette année en particulier, c'est une année particulièrement importante parce que 2009, c'est justement Copenhague, c'est l'effort au-delà de Kyoto. Il faut que la communauté internationale, que l'humanité entière se retrouve et reprenne ses responsabilités face
à l'environnement, le réchauffement climatique, et notre responsabilité pas seulement vers nous-mêmes et vers les générations futures, et les plus pauvres et les plus démunis d'entre nous, mais aussi envers toutes les autres espèces qui dépendent de nous, de ce que nous faisons au climat. En même temps, notre manque de sagesse se voit par la pauvreté de tous les objectifs du millénaire. On a le seul qui va vraiment dans la mauvaise direction, c'est la faim et la pauvreté. Alors qu'on espérait réduire la faim de 850 millions à 425 millions, en fait, la famine et la faim frappent plus de 950 millions d'individus, on va vers 1 milliard aujourd'hui. C'est inadmissible, mesdames et messieurs, que de nos jours, il y ait 1 milliard d'individus qui n'ont pas accès à ce droit le plus essentiel de tous les droits humains, de pouvoir manger à sa faim. C'est incroyable, mais c'est vrai. En plus, on a une croissance démographique qui fait qu'un grand nombre d'enfants fait une pression contre les systèmes scolaires et puis ensuite pour entrer dans le marché du travail. Cette image, c'est une image d'un train à Mumbai. Ces gens arrivent le matin pour chercher du travail. Ils n'en trouvent pas, malgré que Mumbai était l'essor économique de l'Inde, parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour pouvoir travailler dans le genre d'emploi qui est disponible à Mumbai. Le rôle de la femme a changé dans beaucoup de sociétés, mais dans beaucoup d'autres, elle demeure quand même opprimée. Opprimée soit parce que dans le cas de l'Afrique subsaharienne, les femmes produisent 80% de la nourriture, mais elles reçoivent seulement 10% des salaires et elles n'ont que 1% des terrains, donc propriétaires que 1% du terrain. Dans d'autres sociétés, ce sont des conditions sociales qui leur sont imposées, qui ne sont pas nécessairement des conditions économiques, mais quelle que soit la situation, nous sommes dans un monde en mutation. À un moment donné, avec la chute du mur de Berlin, la chute du bloc soviétique, on s'imaginait quand même qu'un monde nouveau était créé. Et certains des Américains, avec un triomphalisme extraordinaire, se sont dit c'est la fin de l'histoire, comme disait mon ami Francis Fukuyama et d'autres de ce genre. Et certes, si ce manque de confrontation avec l'ex-Union soviétique a fait qu'on a repoussé ce spectre d'une guerre nucléaire, d'un holocauste nucléaire, eh bien, tout le monde a appris très rapidement que ça ne voulait pas dire que notre sécurité s'était améliorée, qu'en fait, il y avait d'autres problèmes de sécurité. Et même les États-Unis, puissance dite hégémonique, la superpuissance, a été frappée pour la première fois sur son propre sol. N'oubliez pas qu'avant cette attaque, la seule attaque était à Pearl Harbor, qui était à Hawaï. Mais l'Amérique n'avait jamais été bombardée depuis 1814. Mais la catastrophe humaine qui a eu lieu par cet acte terroriste inadmissible qui a eu lieu à New York a rappelé à tout le monde qu'il y avait une question, un problème à régler. Et que dans les décombres qui restaient, il fallait puiser pour trouver des solutions nouvelles. Mais en même temps, moins dramatique, mais tout aussi réel, ici même en Europe, vous avez vécu quand même les problèmes de l'ex-Yougoslavie. Vous avez vécu des problèmes de guerre qui étaient tout aussi meurtrières si elles étaient moins dramatiques. Et nous avons vu le legs des anciens conflits dans la nature des mines qui continuent à faire des victimes, et des victimes des jeunes qui sont touchés par ces choses meurtrières. Nous avons aujourd'hui le plus grand nombre que nous avons eu depuis la Deuxième Guerre mondiale de ce que les techniciens de l'ONU appellent d'une certaine manière les IDPs. Ça veut dire Internally Displaced Persons. Ce sont des réfugiés qui sont à l'intérieur d'un pays. On a des dizaines de milliers, de millions de gens aujourd'hui. Et la nature même de la guerre frappe pas seulement les sociétés les plus pauvres, mais a changé la nature du combat et fait des civils des non-combattants. Et je dis ça en connaissance de cause ici à Genève, là où la Croix-Rouge a été fondée par Henri Dunant.
là où on a parlé de l'humanitaire pour la première fois en Occident, eh bien, je dis qu'aujourd'hui, nous perdons 10 fois autant de civils à un conflit que de militaires. Et que les pays les plus pauvres, en Afrique en particulier, c'est là où nous voyons les conflits les plus violents, les plus meurtriers. Nous parlons du Congo, vous avez la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale. 5 millions de victimes. Et on dit, oui, évidemment, les Africains. Et moi je dis, et oui, et qui leur vend les armes? Ils ne fabriquent pas d'armes en Afrique. Toutes ces armes sont importées. Elles leur sont exportées par quelqu'un. Où sont-ils ces gens-là? Encore pire, on transforme les enfants en meurtriers. La notion de kidnapper des enfants et en faire des soldats, chose que nous avons vue dans beaucoup de combats africains et d'autres, est inadmissible. Alors comment se fait-il que dans cette société de la connaissance, la société du savoir, la société de l'information, la société où nous sommes tous informés de ce qui se passe partout dans le monde, ça continue à exister? Et tout ça serait déjà, je ne dis pas admissible, mais c'est déjà quelque chose, mais c'est encore pire quand les États eux-mêmes participent à des actions qui frappent les civils. Et les États organisés, c'est inadmissible. Mesdames et messieurs, j'amène pour soutenir ma cause quelqu'un que tout le monde connaît bien. Napoléon Bonaparte a dit: il n'y a que 2 puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. C'est une très belle phrase. Et en effet, si on pense à Napoléon Bonaparte, toutes ses conquêtes et ses défaites militaires ont été extrêmement éphémères. Mais la fondation de la Banque de France en 1800, le Code civil, les lycées français, les grandes écoles, tout ça, c'est resté. C'est resté. Et c'est ça qui reste. Donc, si les centres culturels du XXIe siècle, dans ce monde injuste que nous voyons, doivent reprendre leur rôle, c'est bien pour valoriser l'esprit humain et le produit de l'esprit humain. Et comme l'a dit Baudelaire, ce qui est créé par l'esprit humain est plus vivant que la matière. Oui, la matière disparaît, mais on parle toujours des écrits, des tragédies grecques. Nous parlons des produits de l'esprit à l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie il y a 2300 ans, etc. Mais mesdames et messieurs, nous, suite aux agonies du XXe siècle, nous avons fait cette déclaration universelle des droits de la personne humaine. Un consensus mondial autour de cette question a été développé et nous venons de fêter le 60e anniversaire de cette déclaration où Eleanor Roosevelt a joué un rôle très particulier. Et nous avons même sommes allés au-delà de ça en disant pas seulement qu'il y a des droits de la personne humaine pour tout le monde, mais qu'il fallait aussi ne pas oublier la condition des plus pauvres, parce que ça fait partie de respecter la dignité humaine, de respecter les droits de la personne humaine, de se pencher sur les problèmes des pauvres, et je ne pense pas qu'on le fait suffisamment. Aujourd'hui, en Europe, vous subventionnez les vaches au rythme de $2 par jour, or qu'un petit Africain n'a droit qu'à moins d'$1. C'est quand même assez injuste. Et au sommet du millénaire des Nations Unies, nous avions mis les objectifs du millénaire pour le développement, et comme je disais, réduire l'extrême pauvreté et la faim était l'objectif numéro 1, mais il va dans le mauvais sens aujourd'hui. Pour tout ce qui précède, il nous faut la paix. On ne peut pas concevoir qu'il y ait un développement de l'éducation, de l'environnement, de la santé, de l'amélioration de la croissance économique dans les pays pauvres s'il n'y a pas de paix, si la guerre continue de cette manière que nous avons vu. Et pour moi, c'est clair qu'il n'y aura pas de sécurité sans paix, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans équité et il n'y a pas d'équité sans inclusion. Alors, évincer les pays pauvres, évincer les 2/3, si ce n'est la moitié de l'humanité, du dialogue pour la formation d'un nouvel ordre mondial n'est pas juste.
Au-delà de tout ça, certains de mes amis à mon ancienne université nous amènent le conflit des civilisations. Le feu Samuel Huntington, qui vient d'être décédé en décembre passé, nous amène d'abord un article, ensuite un livre qui s'appelle Le conflit des civilisations. En général, c'est un livre qui a été extrêmement influent, qui a été repris par un groupe de néoconservateurs autour de George Bush. Et en général, il a classifié les grandes cultures de cette manière, mais il a dit que le conflit principal était entre l'Occident et l'islam. Et c'est autour de cette conception qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Pour contrer cette proposition, le président Khatami, à l'époque président de l'Iran, a offert aux Nations Unies la notion de dialogue des civilisations. Au lieu du conflit des civilisations, le dialogue des civilisations. Et les Nations Unies ont nommé en fait un grand comité qui a fait un rapport. Et ensuite, sous l'impulsion du Premier ministre d'Espagne et au Premier ministre turc, Kofi Annan a formé un groupe qui s'appelle l'Alliance des civilisations. Ça, on a présenté notre rapport, je faisais partie de ce groupe. Voilà. Et on a présenté notre rapport pour aller au-delà du dialogue vers une alliance pour faire des actions réelles autour de sujets comme l'éducation, les médias, l'immigration et l'éducation généralement comme étant les choses essentielles. Alors, il y a des nouvelles confrontations qui ont lieu, et ces confrontations, je le dis directement, ce n'est pas entre l'Occident et l'islam. Et certes, il y a un groupe autour de Bin Laden et d'autres qui disent ça, mais c'est surtout, il faut savoir, c'est surtout entre deux visions de l'être humain. La vision humaniste ouverte vers l'autre et la vision extrémiste, xénophobe, fanatique. Et ceux qui oublient ça, oublient en fait qu'il y a des conflits un peu partout, et que s'il y a en effet des conflits où il y a des occidentaux qui participent dans des guerres contre des musulmans, ou d'autres, en Palestine, ça c'est une photo qui vient du Liban, du sud du Liban en 2006, mais ce jeune homme qui essaie de sauver des livres d'une bibliothèque, j'ai trouvé ça... Pour moi, bibliothécaire que je suis, j'ai été très touché par cette image. Mais ça parle de quelque chose de réel. Et au-delà de la guerre, Madrid, les actions horribles qui ont eu lieu, beaucoup d'autres actions terroristes sont moins dramatiques que le 11 septembre, Londres ou Madrid, mais elles ne sont pas moins réelles pour ça. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de musulmans qui sont tués par d'autres musulmans qu'il n'y a d'occidentaux qui sont tués par des musulmans. Les guerres entre les musulmans et les conflits entre les musulmans, que ce soit en Afghanistan, en Irak, au Somalie, Darfour ou ailleurs, sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus nombreuses que des conflits entre Occident et musulmans. Et malheureusement, les nouvelles ont banalisé les choses. Alors on nous parle d'une voiture piégée, une photo comme ça, et on passe, on oublie. Moi je vous montre une photo comme ça. Ça, c'est les voitures piégées. Ça, c'est le désastre qui existe chaque jour dans ce manque de sécurité et de ce manque de respect de la dignité humaine, ce manque d'inclusion, les horreurs que nous voyons par les fanatiques. Pascal vous l'avait dit. Les hommes ne font jamais le mal si complètement que lorsqu'ils le font par conviction religieuse. L'Europe a aussi connu le fanatisme. Si on revient le passé noir des Inquisitions, même à la Deuxième Guerre mondiale, et récemment, évidemment, aux Balkans. Tout ça, ce sont des leçons pour nous tous, que la dignité humaine, la liberté, les droits des humains sont indivisibles. Nous devons donc défendre les droits du citoyen le plus lointain autant que du citoyen le plus proche. Le feu Bertrand Russell a dit « L'humanité aura progressé quand je ressentirai pour un Chinois qui est mort en Chine autant de peine que je ne ressens pour mon voisin. » C'est une remarque importante. Certes, il y a beaucoup à faire du côté du monde islamique, duquel je viens. Rappelez-vous de la controverse des caricatures et tout ce qui s'est passé autour de ça. Pourtant, le Coran nous dit, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix.
وإذا خاطبهم الجهلاء قالوا سلاما. Just ignorez-les, laissez-les. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi cette manière, cette volonté, cette puissance, cette montée en puissance d'un gène, d'une conception de soi? Beaucoup se sont victimisés, outragés. Ils ont peur pour leur foi, leur identité. Ainsi, non seulement nous devons chercher un ordre mondial plus juste, mais nous devons comprendre cette frayeur pervasive d'effritement des identités culturelles. Alors, qu'est-ce que c'est ces identités culturelles? Eh bien, Amin Maalouf, qui a écrit un livre remarquable que je vous conseille tous, si vous ne l'avez pas lu, il s'appelle Les identités meurtrières. Il dit, moi je suis arabe, français, chrétien, d'Orient et d'Occident, et je ne veux pas que quelqu'un me donne une seule identité, je suis tout ça. Il n'a pas tort. Et quand même, il y a un côté positif dans tout ça, c'est que l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence de l'individu. Donc, au rapport des contacts des uns et des autres, d'où vient une fonction d'un centre culturel, au rapport de ce contact avec d'autres cultures, on se développe, on se transforme. Et là, alors, il faut commencer à comprendre qu'est-ce que l'identité culturelle. D'après l'UNESCO, la culture est un mélange d'aspects spirituels, matériels, intellectuels et émotionnels qui caractérisent une société ou un groupe social. Et là, on parle donc pas seulement des arts et des lettres, mais aussi des droits humains fondamentaux, l'ensemble des valeurs, des croyances et d'autres. Mais on a une manière de voir l'autre à travers un filtre stéréotypé qui fait que nous ne comprenons pas l'autre comme il se le doit. Il faut une certaine ouverture. Alors comment? Je vous donne un exemple de la culture des musulmans, ou je devrais plutôt l'appeler les cultures des musulmans, parce que c'est assez vaste. Et c'est une culture, si on parle de la culture islamique, qui est évidemment d'envergure universelle, du Taj Mahal, en passant par l'Égypte jusqu'à l'Alhambra en Espagne. C'est une culture qui a produit des choses extraordinaires pour toute l'humanité et qui, pendant tout le Moyen-Âge, a porté le flambeau de la rationalité, de l'ouverture, de la recherche et des sciences. Et même 600 ans avant Galilée, regardez ce que Ibn al-Haytham, connu en Occident comme Al-Hazan, écrivait face à l'autorité d'Aristote. Il dit: celui qui cherche la vérité n'a recours qu'à la méthode basée sur l'argumentation et la preuve. Il a ailleurs écrit comment cette analyse empirique doit être faite, et non pas sur les opinions individuelles. Il doit agir en qualité de critique vis-à-vis de tout ce qu'il étudie, tout ce qui a été écrit, et n'acceptant que ce qui est supporté ou soutenu par la preuve. En même temps, Ibn al-Nafis, dont nous parlions il y a quelques minutes, un des plus grands médecins du XIIIe siècle, nous dit s'ouvrir à la vie contraire. Celui à qui parvient une nouvelle qui semble étrange ne doit en aucun cas la rejeter sans analyse. Cela serait une imprudence folle. En arabe, il a utilisé le mot taish, gunun, taish. Ainsi, une atrocité peut être vraie et valoir mieux qu'une fausse conception acceptée par tous. Car la vérité est vraie en soi, preuve à l'appui, et non pas parce que beaucoup de gens disent que c'est vrai. Cette ouverture vers l'opinion différente, en plein Moyen-Âge, Ibn al-Haytham, au Xe siècle, était ouvert à l'empirisme contre Aristote et les anciens. Ça, on l'a perdu aujourd'hui. Et c'est cette tolérance du pluralisme qui a fait cette merveille de la période du Moyen-Âge en Andalousie et ailleurs, comme nous le connaissons. Et pour ces musulmans de cette période, ça venait directement de leur foi. Ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous. Les ta'arafu. Et il n'a pas dit pour vous combattre les uns les autres, pour vous détester les uns les autres, mais non, pour que vous appreniez à vous connaître. Donc cette diversité culturelle, même du côté religieux, est une conception fondamentale de l'enrichissement
qu'une société peut avoir à travers cette ouverture vers l'autre. Et c'est ça qu'on a vu en Andalousie, on a vu sur le sol européen, d'une merveille, des grandes merveilles. Or, les sociétés musulmanes aujourd'hui sont pleines de contradictions, de tensions, et il y a une intégration inadéquate du nouveau. Il y a une dimension culturelle nécessaire qui doit faire partie d'un processus de réforme économique ou de transformation technologique. Je vais vous montrer des images de cette tension à l'intérieur des sociétés musulmanes. Regardez cette image. Deux femmes, l'une à côté de l'autre. Deux conceptions du mode de vie complètement différentes. Deux couples, un couple et l'autre, qui se côtoient. Nos sociétés sont en pleine transformation. Ces tensions existent à l'intérieur de ces sociétés. Et la technologie joue un rôle, mais pas autant que vous le croyez. C'est une très belle image. Ça, c'est le laitier, un laitier turc, avec ses deux urnes traditionnelles, avec son petit âne, mais aussi avec son mobile. Il a son mobile téléphonique. Donc la technologie s'insère à des rythmes différents dans les différents secteurs de la société. Et une lecture superficielle de l'autre peut être trompeuse. Alors, je vous donne des fausses dichotomies que souvent les Occidentaux ont quand ils regardent le monde musulman et que certains des musulmans, eux, ont aussi autour d'eux-mêmes. Alors, modernité et tradition. Bon, la modernité, évidemment, c'est l'Occident, et la tradition, c'est l'Orient musulman, et la modernité, après tout, ça a été inventé en Occident, dit-on. Alors, je vous montre ça. Ça, c'est un ancien texte koufique, parce que l'écriture joue un rôle important dans la culture arabe islamique. Et je vous montre cette œuvre d'un artiste, Kamal Boulata, un artiste palestinien, 1983, qui clairement s'inspire de la manière du texte koufique. Puis je vous montre cet ouvrage, tout ce qu'il y a de plus moderne, que vous pourriez dire est inspiré par un computer chip, un ordinateur, ou peut-être par l'œuvre de Piet Mondarian, un grand artiste européen. Eh bien, je vous le montre de nouveau, c'est pas vrai, c'est une pièce au Topkapi qui vient du XVIe siècle, et c'est le mot Ali, écrit 4 fois, d'une manière tout à fait moderniste, mais qui a été conçue par un artisan inconnu du XVIe siècle. Donc cette ouverture vers le nouveau et l'ancien, c'est un dialogue qui n'existe pas. Ah bon, et alors, ce dont nous parlions, le voile, la femme, etc., bon, je vous montre le voile, je vous montre cette femme à côté qui est speakerine à la télévision égyptienne. Bon, on peut dire, elles se côtoient. Ah, c'est parce que la première est mal éduquée, la deuxième est très éduquée. Pas du tout. Je vous montre ça. Une agrégée de doctorat en sciences qui travaille. Ou, regardez, voilà, à la bibliothèque d'Alexandrie, il y a des gens qui viennent, qui ont une conception de soi et de l'autre très différente. Des fausses dichotomies sur la haute technologie et la faible technologie. Faible technologie dans les pays musulmans, ça c'est la grande mosquée de Nyono au Mali, et le modernisme, la grande technologie occidentale, oui, mais ça aussi, ça c'est en Malaisie, ça c'est en Malaisie aussi, comme vous connaissez, ça c'est à Dubaï, tout ça ce sont dans les pays islamiques aussi. Mais la plus néfaste de ces fausses dichotomies, c'est en fait la notion de l'islamicité. Que font les musulmans et que font les non-musulmans? Alors je vous montre ce monsieur, c'est pas insultant, c'est le rabbin Abraham Ben Azra, qui était le chef de la communauté juive en Égypte au XVIIe siècle. De manière d'habit, etc., on verrait quasiment rien de différent entre lui et ses compatriotes. Plus récemment, voilà, ce livre L'Union, un cheikh et un prêtre, ça vient des mémoires d'Ahmad Shafi Bachar en 1931. On ne pouvait pas savoir qui est le cheikh et qui est le prêtre. Plus, vous direz, qu'est-ce qui peut être plus islamique qu'un Coran? La décoration d'un Coran. Très bien, je vous montre une Bible de la même période. Ah, mais alors, dans le monde islamique, parce qu'on interdisait les images des hommes et des animaux, donc on s'est voué à l'arabesque. Voilà, ça c'est... Ah oui, vraiment, ben voilà, ça vient de la mosquée Al-Muayyad,
Ok, et juste à côté, l'église de Gamaliel, exactement le même arabesque que vous voyez là. Et alors, vous dites, non mais qu'est-ce que... Alors, les chrétiens, eux, ont fait le voile, voilà, on va parler, le voile, c'est très islamique. Très bien, c'est vrai que le voile existe partout, dans beaucoup de pays, mais c'est social, ça n'a rien de religieux. Et je vous montre cette photo, une photo très rare, très importante, 1923. Ces femmes sont des femmes chrétiennes dans le patriarcat orthodoxe du Caire, en 1923, avant que Mme Hoda Sha'arawi, en 1924, mène la campagne pour lever le voile. Elle fait des démonstrations en 1924. En 1923, voilà une image d'une société. Donc c'est quelque chose de social qui a été construit par musulmans et non-musulmans, qui n'avait rien à voir avec ça. Et en fait, regardez cette image, ça c'est le musée de l'histoire et de l'art copte en Égypte, et vous voyez là la croix. Eh bien, où est-ce qu'ils sont allés puiser leur inspiration, les Coptes qui ont financé et construit ce bâtiment? À la mosquée d'Al-Aqmar, qui vient de la période fatimide du Caire que vous voyez là. Voilà. Alors, ce que je veux dire par tout ça, c'est que nous avons des sociétés complexes qui souffrent d'importantes discontinuités, mais où, au fil des années, cette conception de la culture a été construite par l'artisanat de participation sociale des différents groupes, à créer une identité nouvelle. Et la culture donc se construit par le tissage d'hier et d'aujourd'hui et l'appréciation de soi et de l'ouverture vers l'autre. D'où ma définition de la culture comme étant mémoire et métissage, mémoire de mon passé, de qui je suis, mais métissage en ouvrant ma culture vers l'autre. Et ce pluralisme et cette ouverture devient essentielle. Et je vous donne quelques exemples visuels. Évidemment, je pouvais donner des exemples de la littérature, de la poésie, etc. Mais c'est plus facile avec des images. Picasso, transformateur de l'art occidental dans le XXe siècle, nous fait cette sculpture inspirée de ce Ghanéen Nimba masque Nimba de la Guinée. Il s'est ouvert à l'art africain et il a transformé l'art occidental. Et comme il n'était pas intéressé, il n'était pas ethnologue, il était artiste, il voyait dans ce gribo masque qui vient du Congo une nouvelle manière de faire des formes. Il en faisait une guitare. Il n'était pas le seul. Ça, c'est un masque Shirapunta, et à côté, c'est l'image que M. Matisse a fait de Mme Matisse. Là, c'est l'image qu'Emile Nolde a dessinée, inspirée, comme vous le voyez ici, par ces masques brésiliens. Ça, c'est Max Ernst qui s'est inspiré par ce masque du Burkina Faso. Et là, c'est Barnoff Rossiné qui s'est inspiré par masque guinéen. Et là, évidemment, les Demoiselles d'Avignon, structure impressionnante, même si ça n'a pas été copié, ça a été inspiré par la même esthétique qui est faite de ce masque Itumbi africain. Donc cette ouverture vers l'autre a permis à Picasso de transformer l'art occidental, lui et Georges Braque et d'autres, Matisse et Nolde, etc. Mais en même temps, il puisait dans son propre patrimoine. Alors vous voyez cette image de Courbet, et regardez bien, voilà le bras, la tête ici, voilà le bras, la tête ici, ça devient un dessin géométrique. Et Picasso, ayant maîtrisé cette nouvelle forme de l'art qu'il a créé, a su répondre aux besoins de la société occidentale face à la tragédie qu'était la guerre d'Espagne, entre les deux guerres, avec le bombardement de Guernica, avec ce fameux ouvrage que vous voyez là. Et même là, il a puisé ailleurs aussi. Dans cette image que vous voyez ici, vous retrouvez, pour ceux qui sont des spécialistes entre vous, retrouveront l'image frappante qu'Eisenstein a fait dans Potemkin. Et là, il y a donc cette manière de reprendre le passé, s'ouvrir vers le nouveau, créer une nouvelle culture vibrante, réaliste, puissante, qui répond aux besoins de la société. Et c'est donc face, d'un côté, à ce monde du XXIe siècle, et de l'autre, à cette définition de la culture que je viens de faire, que je trouve l'essence du rôle des centres culturels au XXIe siècle. Il y a beaucoup de promesses. Une civilisation universelle, technologique et humaniste, on espère. Il
il y a de multiples cultures qui s'enrichissent mutuellement, une immense accumulation des savoirs et des connaissances, et des capacités inouïes de communication à travers l'Internet transformateur des sociétés du monde entier. Je pense que le contenu numérique et les livres, pas seulement vont se côtoyer, mais seront complémentaires. Mais aujourd'hui, l'information du monde entier est au bout du doigt. Et même Alan Kay et Nicolas Negroponte sont en train de faire un ordinateur à $100 pour pouvoir toucher les plus pauvres. Pour les pauvres, où le savoir est nécessaire, et où, par exemple, cette révolution numérique a permis à ces femmes aux Indes d'être autodidactes, d'apprendre à lire et à écrire. Le futur numérique, mesdames et messieurs, est déjà là. C'est à nous donc de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais pour le XXIe siècle, il y a des risques. Il y a une mondialisation sauvage, une révolution technologique dénuée de tout humanisme, de multiples cultures qui s'attaquent mutuellement, pas qui s'enrichissent mutuellement, et une montée en force des conflits identitaires, des montées en force de l'obscurantisme, de la xénophobie et du fanatisme auxquels il faut faire face. Et pour moi, la fonction principale des centres de la culture au XXIe siècle, c'est de défendre et promouvoir les valeurs des Lumières et aussi défendre et protéger les acquis de la révolution scientifique. Et de là, comment s'y prennent les centres culturels du XXIe siècle? Eh bien, je vous donne un exemple, la renaissance de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été fondée au XXIe siècle. Donc, on a ouvert nos portes en 2002, au début du XXIe siècle. D'ailleurs, quelque chose de très marrant, qui est simplement un accident de parcours, la loi créant la bibliothèque d'Alexandrie, qui prennent des ordres chronologiques dans la session parlementaire égyptienne, s'est trouvée être la loi numéro 1 de 2001, la première loi du nouveau millénaire. C'est important. Alors voilà, et pour moi je dis, bon, on reprend l'exemple de l'ancienne bibliothèque, mais on passe du papyrus au PDF. Comment on va le faire? Bon voilà, il faut se rappeler que Alexandre le Grand n'était pas seulement un grand conquérant, mais ayant fait cet énorme et vaste empire, il a fait un brassage intellectuel extraordinaire entre la culture grecque, la culture égyptienne, la culture asiatique, et qui s'est ouvert aux autres parce qu'il était après tout l'élève d'Aristote. Vous savez, hein, je me demande, hein, si vous comme moi, parfois on se pose la question, imaginez-vous avoir comme tuteur privé Aristote? C'est quelque chose quand même, hein, c'est pas donné à n'importe qui d'avoir comme son tuteur privé Aristote. Bon, en tout cas, un de ses collègues, Ptolémée Ier, qui prend une partie de son empire après sa mort, c'est lui, Sotère, qui construit, c'est l'empire ptolémique, qui construit Alexandrie. Et voilà Alexandrie antique, là était le phare sur cette île, et ici le district royal, ça c'était le Serapeum ici, et tous les visiteurs ont dit qu'il y avait deux merveilles, le phare d'Alexandrie et la grande bibliothèque, qui au fait n'était pas une bibliothèque. Ça c'est le phare, et ça c'est une conception qu'on a de la bibliothèque, parce que personne n'a une image précise de la bibliothèque. Il y a beaucoup d'images qui ont été faites. Il y avait des poètes, des artistes, des savants. Callimaque, le poète, a en fait fait le répertoire des contenus de l'ancienne bibliothèque. Il nous a donné 120 volumes qu'on appelle les Pinakes. Et c'est pour la première fois on a organisé le savoir universel par sujet, et à l'intérieur de chaque sujet, par auteur, organisé par le nom alphabétique. Donc, Callimaque est devenu le père fondateur de toute la bibliographie. Et Aristarque était le premier être humain au monde à dire que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. 300 ans, 3e siècle avant Jésus-Christ. Eratosthène, 3e directeur de la bibliothèque, a prouvé que la Terre était sphérique et a calculé la circonférence de la Terre à une précision de 98,2% de ce que nous calculons aujourd'hui avec nos propres instruments. Pensez combien on a perdu quand le monde est revenu vers une conception d'un monde plat pendant pas mal du Moyen-Âge, quand déjà ils calculaient, pas seulement ils prouvaient, mais ils calculaient la circonférence de la Terre. Ils partent à calculer la longueur de l'année à une différence de 6 minutes. Et quand on pense à ce qu'ils avaient comme instrument à l'époque, ce sont des acquis scientifiques extraordinaires. Ils ont établi le calendrier qui a été repris par Jules César comme étant le calendrier julien, 365 jours et quart,
chaque 4e année, on ajoute un jour. Le plus fameux de tous les savants, Euclide, qui était un de nos savants à Alexandrie, qui a produit le seul traité scientifique qui continue à être enseigné tel qu'il a été écrit quasiment depuis 2200 ans. Nous sommes tous à l'école, nous avons appris la géométrie euclidienne, nous avons commencé avec le théorème de Pythagore. Tout ça, ça a été écrit dans le livre dans les livres d'Euclide. Visiting professor, Archimède, qui est venu pendant 2 ans et demi. S'il était resté, peut-être qu'il n'aurait pas été assassiné à Syracuse. Mais enfin, il n'est pas resté. Mais en passant, il nous a fait le tambour, qui est l'Archimedean Screw, pour lever l'eau du Nil. Et comme vous le voyez, ça continue à être utilisé 2200 ans plus tard. Hérophile était le premier à dire que c'est le cerveau qui contrôle le corps et non pas le cœur, comme disait Aristote. Et Manéthon était un grand historien, et c'est lui qui a fait la chronique des pharaons et qui les a organisés en dynasties que nous utilisons jusqu'à nos jours. Quand on parle de la 18e dynastie ou la 23e dynastie, c'est la classification que Manéthon a fait à l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est là, l'ouverture vers l'autre, qu'il y a eu la première traduction de l'Ancien Testament, de l'hébreu en grec, la Septante, et au début de l'Église, que ça marque à mener la chrétienté en Afrique à travers Alexandrie. On a eu Clément d'Alexandrie, Origène, etc., qui ont essayé d'anticiper sur comment faire le dialogue et le mariage entre le savoir et la science et la foi. L'éducation des filles avait lieu il y a 200 ans avant Jésus-Christ, voilà, allez à l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Et donc, c'est pour retrouver cet esprit, mais avec les instruments du XXIe siècle. Et évidemment, l'Égypte aujourd'hui est un pays pauvre, or que l'Égypte de Ptolémée était la nation la plus riche du monde. Donc on a une petite différence là. Une petite différence, mais je pense que simplement pour moi c'est un défi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons être un centre d'excellence, comme l'ancienne bibliothèque, pour la production et la dissémination du savoir et la promotion du dialogue et de l'entente. Alors, être une fenêtre égyptienne sur le monde, une fenêtre du monde sur l'Égypte, relever le défi de l'ère numérique et un centre vibrant de débat intellectuel, un espace de liberté pour le dialogue entre les individus et les cultures. Donc, vivement le pluralisme, encourager la traduction, faire face à la censure qui, d'après moi, contredit les droits de l'homme et de la personne humaine. Et les livres doivent être protégés, quelles que soient les forces qu'elles offensent, que ce soit des forces religieuses, laïques, ou simplement l'opinion populaire, pas d'intimidation. On ne peut pas accepter d'être intimidé par l'opinion publique, car quasiment tous les acquis que nous pensons aujourd'hui comme étant des acquis, que ce soit l'égalité des citoyens devant la loi, que ce soit la conception des droits des sociétés d'élire leurs dirigeants, que ce soit le refus du racisme, tout ça, à un moment donné, était considéré comme séditieux et dangereux. Alors, je dis à mes compatriotes, ignorez les sentiments de la peur, rappelez-vous de votre réelle tradition de tolérance et d'ouverture, pas d'interdiction des livres, et pour les blogueurs et leurs lecteurs, laissez-les faire, et si vous avez une opinion différente, vous n'avez qu'à faire votre propre blog et vous exprimer. Et puis, la liberté d'expression, chers amis, doit être protégée, mais cette bataille doit être menée encore et toujours et n'est jamais finie. En Égypte, Taha Hussein a vaincu ses ennemis en 1926. 70 ans plus tard, Nasr Hamed Abou Zeid a perdu son procès, qui était quasiment identique à celui de Taha Hussein. Donc, il faut continuer tout ça. Pour faire ça, la nouvelle bibliothèque n'est pas une bibliothèque. C'est une bibliothèque, certes, qui peut contenir des millions de livres. Il y a des bibliothèques spécialisées. C'est le centre de l'archive de l'Internet. Parce que quand les gens me disent l'ancienne bibliothèque avait tous les livres du monde, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je dis, bon, moi, j'ai tout l'archive de l'Internet. L'Internet, c'est l'équivalent du savoir du XXIe siècle. Et certainement, il y aura une migration de tous les textes qui ne sont pas encore sur le net, deviendront sur le net d'ici quelques années. C'est un grand centre de conférences, un planétorium, des musées, des galeries permanentes, des centres de documentation et de recherche, etc. Nous avons beaucoup de visiteurs. Voilà le site que vous voyez là. Souvent, on a beaucoup de visiteurs.
beaucoup de visiteurs, beaucoup de grandes conférences comme celle-ci. Voilà. On a plus d'1 million de visiteurs. Cette année, peut-être j'aurai 1,1 million, et des milliers d'enfants, parce que c'est eux l'enjeu de l'avenir pour ces valeurs que nous voulons préconiser. Genre, pour moi, des enfants partout. On organise des tas de choses pour les enfants, pour l'ouverture vers l'autre, l'ouverture de la société. Nous avons plus de 10 000 inscrits qui sont des abonnés, qui viennent plus de 400 000 lecteurs par an. Notre site web est touché par plus de 250 millions de visiteurs, plus des sites spécialisés qui ont plus de 120 millions de visiteurs eux aussi, comme l'Égypte éternelle, je vous invite à le voir, eternalegypt.org. Nous organisons plus de 700 événements culturels par an, qui sont des grands événements de conférences, des concerts, des rassemblements internationaux, et un centre de collaboration nationale, régionale, internationale, des réseaux. Le centre René Jean Dupuis, Ménani, ABA, Assest, tout ça, nous avons maintenant le secrétariat. Nous avons un personnel extrêmement jeune, que j'ai eu le privilège de les embaucher moi-même. Nous avons presque 2000 personnes aujourd'hui. 51% sont des femmes, moyenne d'âge 30 ans, et les vieillards comme moi qui ont plus de 55 ans, il n'y en a que 50, 2,5%. Et pour la bibliothèque, c'est une bibliothèque mixte, le savoir en ligne, ça c'est notre grande salle de lecture, où des expositions artistiques se côtoient avec les livres. Et partout, vous voyez, il y a des tables pour la lecture et en même temps des ordinateurs pour tout le monde, ouverts à tous. Nous avons des bibliothèques spécialisées, des bibliothèques pour les malvoyants, pour les enfants, pour les jeunes, pour la musique, l'audiovisuel, les livres rares et l'archive de l'Internet. Ça, c'est l'inventeur de l'archive de l'Internet, qui est Brewster Kahle en Californie. Nous avons 4 musées et un planétorium. Le musée Sadat, qui honore le président Sadat, artisan de la paix, qui a été martyr en 1981. Et nous avons un musée des manuscrits, un musée des antiquités. Ça, c'est la vraie Cléopâtre. C'est pas Elizabeth Taylor, ça c'est la vraie Cléopâtre. Et un musée des sciences qui est lié avec un planétorium, ça c'est le musée des sciences, qui est très didactique pour les jeunes, qui leur explique d'ailleurs leur patrimoine scientifique depuis la période des pharaons à travers l'ancienne bibliothèque, à travers le monde musulman et arabe, qui passe par le planétorium pour voir des films extraordinaires. Mais nous organisons beaucoup d'assistance pour les jeunes, ça c'est à l'occasion d'une éclipse, le Total Eclipse, nous avions les jeunes, on les organisait. Il y a un Alexploratorium, c'est là où ils peuvent toucher du doigt la science, c'est la main à la pâte, comme on dirait. Et on continue, on a des expositions artistiques permanentes partout, on en a 9, et des expositions temporaires, comme celle-ci qu'on avait faite sur les trésors de la Terre avec l'école des mines en France. Et nous avons 7 centres de recherche et un forum. Le centre des manuscrits, qui lui évidemment fait du travail de manuscrits, mais où on numérise les manuscrits pour tout le monde. Ensuite, centre pour l'écriture, l'histoire de l'écriture, pas seulement arabe mais de toutes les langues. Ensuite, des études spécialisées, qui fait un réseau virtuel d'excellence entre les chercheurs égyptiens et leurs collègues partout dans le monde, parce qu'on croit que la collaboration scientifique, c'est la meilleure manière de faire la formation réelle. Un centre de documentation sur lequel je reviendrai, qui est le seul centre que nous avons au Caire en ce moment, et où on s'attaque au patrimoine culturel, naturel et non matériel. Et en plus, nous avons un centre informatique de pointe qui s'appelle International School of Information Science, ISIS, déesse du savoir égyptien, équivalent d'Athènes pour les Grecs. Et pour nous, on a gardé ce sigle. Et ensuite, un centre des arts. On a amené le premier orchestre classique en Alexandrie. Il n'y en avait qu'un seul au Caire, nous avons fait un autre. Nous organisons de l'opéra, des concerts, des spectacles. Nous apprécions l'art ancien, aussi bien que moderne, égyptien et autres. Des écoles pour les jeunes, à un moment où des obscurantistes veulent interdire l'éducation, la musique, l'art, la peinture, etc., nous, on essaye de former les jeunes, leur apprendre la conception artistique, l'esthétique, leur ouvrir les chemins pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent voir les œuvres des autres que nous organisons du monde entier. Un centre spécialisé pour l'étude d'Alexandrie, aussi bien moderne qu'antique, et un forum de dialogue où nous avons mobilisé les intellectuels égyptiens autour des questions de la réforme
du droit de la liberté que nous devons faire, où nous avons créé un forum de la réforme arabe, dont voilà le sigle, et qui relie 1400 organisations civiles du monde arabe, 19 pays. Voilà les centres, le forum de dialogue, mais il y a deux autres instituts qui sont en train de s'établir en ce moment. Le premier est un institut des études hellénistiques et l'autre est un institut des études de la paix. Et je crois que les deux joueront un rôle important. Mais globalement, l'ABA, la Bibliothèque Alexandrina, est devenue un lieu de rencontre des intellectuels comme Umberto Eco, Wally Soyinka, prix Nobel de littérature, Farouk Elbaz, des scientifiques politiques, Michel Rocard, là vous avez l'ancien Premier ministre de Malaisie, Mahathir Mohamad. Et nous avons mis l'accent sur les sciences à cause de la vitesse du changement et la nécessité d'étendre les limites de notre cerveau et d'encourager les jeunes surtout à poser des questions. N'acceptez pas ce qu'on vous dit. Il faut questionner, questionner, questionner et leur apprendre que c'est justement cette recherche qui est la vérité de l'aventure scientifique. Nous avons beaucoup de lauréats du prix Nobel, voilà Jean-Marie Laine, Ahmad Zouel, Sherry Rowland, etc. Et même des grandes personnalités de la technologie. Comme ils sont moins connus, je vais vous dire son nom. Je pense que vous ne le connaissez pas probablement. Ça, c'est un des deux pères de l'Internet. C'est M. Vint Cerf, qui avec Bob Kane a inventé le TCP/IP, qui est la base de l'Internet, alors que Tim Berners-Lee, à CERN, ici à Genève, il y a 20 ans justement, en 2009, 20 ans, a inventé la toile, le web, www. Ces trois hommes ont transformé le monde. Et je suis heureux de dire que Vint Cerf travaille avec nous à la Bibliothèque d'Alexandrie sur des projets actuels. Nous avons fondé de nouvelles institutions, ça c'est avec Jean-Marie Laine et Zouel. L'Académie de la Bibliothèque d'Alexandrie, sur 40 fondateurs, il y avait 20 prix Nobel. Et toutes ces parties sont des parties essentielles, se renforcent les unes les autres pour un tout qui représente un centre culturel du XXIe siècle qui est différent de ce qu'on pensait. Que fait ce centre en action? Mais d'abord, il y a rigueur et transparence. Je crois que nous sommes une des seules institutions qui, pas seulement avons nos comptes suivis par la Cour des comptes et par des auditeurs internationaux, mais nous publions tout ça sur le web. Et nous sommes engagés à mettre à tout le monde l'accéder à toute l'information à tout le temps. Je pense que c'est par là que la créativité va se passer aujourd'hui. C'est par cette capacité de pouvoir mobiliser le savoir international, le global knowledge, qui est devenu pour la première fois une unité grâce à cette transformation en profondeur du monde. Donc c'est par là que passe cette nouvelle conception du rôle. Et là, la bibliothèque d'Alexandrie a été née numérique. Ce n'est pas de transformer un legs pendant les 2 siècles passés, c'est né numérique et nous sommes déjà à la pointe. Ça, c'est M. Billington, qui est le directeur de la Bibliothèque du Congrès, qui a fait un partenariat spécial avec nous pour former la grande bibliothèque internationale. Il a choisi de toutes les bibliothèques du monde la Bibliothèque d'Alexandrie pour être son partenaire. Qu'est-ce que nous faisons de ce numérique? Nous honorons le passé, nous célébrons le présent et nous embrassons le futur. Comment honorer le passé? Bien, voilà, chacun fait quelque chose. Si on commence par les manuscrits, eh bien, évidemment, on met tout en ligne, on met tout à disponibilité des gens. Mais notre centre de recherche de documentation, nous avons mis à la disposition de n'importe qui la carte archéologique de l'Égypte. Alors là, vous avez tous les sites archéologiques de l'Égypte. Vous pouvez venir choisir un endroit comme ça. Hop, voilà, vous avez le site. Vous allez plus loin, vous choisissez ici. Vous avez là le plan. Vous pouvez naviguer à l'intérieur et aller à ce mur. Et hop, vous avez là, vous pouvez même traduire en anglais ce qui est écrit sur les murs. C'est une des merveilles technologiques modernes. Nous faisons ça, c'est disponible sur le web à travers, vous pouvez le trouver sur eternalegypt.org. On a fait la même chose avec le patrimoine architectural du Caire. Voilà, tous les monuments historiques, on peut les trouver par monument, par rue ou par architecte. Même chose pour les sites naturels. La faune et la flore ont été répertoriées. Nous avons fait une base de données sur la musique. Nous avons fait la mémoire photographique de l'Égypte antique. Nous avons fait une documentation du folklore inédit. Et tout ça, nous le présentons dans un Culturama qui est la première fois une projection numérique interactive sur 9 écrans sur lequel nous avons un brevet en Europe et en Égypte. Et ça, c'est le site eternalegypt.org. Alex Med fait des études sur l'ancien phare d'Alexandrie ou d'autres. Ça, c'est le site des pierres qui sont restées de l'ancien phare. Ça, c'est le fort de Calbé qui a été construit. C'est là où on retrouve les choses sous l'eau. Ça, c'est le restant du phare qui a été construit en fort.
Et ça, c'est l'histoire de l'Égypte moderne, où nous avons commencé par la description de l'Égypte. De nouveau, ce métissage extraordinaire des savants que Napoléon Bonaparte a amenés en Égypte, qui ont produit ces livres extraordinaires que nous avons tous numérisés, où on peut tourner les pages comme on veut. On peut trouver quasiment, je fais répertorier aussi, par exemple, l'archive du président Nasser, du président Sadat, du président Naguib. Il a 51 000 photos, 1300 discours, etc., etc. Tous qu'on peut chercher et retrouver. Et aussi Canal de Suez, Hilal, tout ça a été numérisé et mis d'une manière disponible aux chercheurs. Pour célébrer le présent, nous avons un projet où nous faisons 1 million de livres. Nous avons fait plus de 100 000 livres arabes qui sont mis en ligne pour la première fois, la plus grande bibliothèque numérique disponible à tout le monde. On ne dira pas que l'ouvrage est out of print, non, tout est disponible. Nous avons fait l'archive de l'Internet, voilà l'archive de l'Internet. C'est extraordinaire parce que chacune de ces colonnes que vous voyez ici, si vous prenez un livre de 300 pages et vous le numérisez en texte, une seule de ces colonnes peut porter 100 millions de livres. Si vous mettez numérisé avec des photos, des images, des couleurs, elle peut porter 12 millions de livres. Alors vous imaginez la taille de l'archive de l'Internet. Et c'est l'équivalent de ce que l'ancienne bibliothèque a fait avec les manuscrits, nous le faisons avec le numérique. Et en synchronisation quotidienne avec San Francisco. Nous avons organisé le Super Course des sciences. Ça, c'était le début. On avait fait 1000 conférences. Les conférences en PowerPoint sur le sujet scientifique. On a commencé par l'épidémiologie et la santé préventative. Et on a eu des conférences de prix Nobel jusqu'à des jeunes professeurs. Et on les donne en ligne pour n'importe qui pour les utiliser. Et même on faisait des CD qu'on donnait, c'est comme c'est écrit ici, It is a free gift that is meant to be given. Et je dois dire que ça a été avec le soutien de la Suisse. Et là, nous avons 43 400 enseignants dans 175 pays, 3 400 conférences et qui touchent 1 million d'étudiants. Maintenant, nous sommes en train de transformer ça pour couvrir toute la science. Et de la Banque mondiale, nous avions pris le portail de développement qui était en anglais, nous l'avons arabisé. Et alors, pour le futur, nous avons un programme de réforme politique où on soutient la société civile, où les comités de discussion ont créé la déclaration d'Alexandrie, qui est devenue très célèbre en 2004, et qui a été suivie par des actions sur le rôle de la femme, la liberté d'expression et d'autres. Et nous avons créé justement ce forum numérique où 1400 ONG arabes de 19 pays arabes participent aujourd'hui. Et pour la cause des enfants, avec l'Académie des sciences françaises, nous avons fait la MAP, la main à la pâte. Ça, c'est le site du matériel français qu'on a transformé en arabisé. Et de l'Inde, on a pris l'expérience des enfants les plus pauvres, où on leur donne ce qu'on appelle le hole in the wall, où ils apprennent à utiliser le web tout seuls. Et on fait même, on va au loin pour les écoles, pour ceux qui ne viennent pas, on a fait mon livre. Alors là, les enfants sélectionnent un texte, l'impriment, le coupent, le relient. Ils ont leur livre, ils sont très fiers, mais avant qu'ils ne puissent le prendre, ils doivent le passer, le scanner une fois de plus et voir que le même contenu réapparaît à l'intérieur de l'ordinateur. Ils comprennent donc que les deux se complètent. Et en fait, nous avons fait ce petit mobile, book mobile que vous voyez là, et nous l'envoyons dans les écoles, et partout les enfants s'y prennent. Des outils pour demain, nous avons DAR, c'est le Digital Asset Repository, c'est une histoire très compliquée mais très bonne. Et avec, ici d'ailleurs à Genève, le UNL, l'UNDL, qui est le Network Digital Language, Universal Network Digital Language, avec l'Université des Nations Unies, nous travaillons pour permettre cette traduction simultanée par ordinateur, avec le professeur de la Centa, le professeur Torrens, qui est là, ils connaissent bien cette histoire. Et de notre côté, voilà, alors on peut, pour chaque langage va, et avec l'Internet, il va vers le langage UNL, et qui donc se transforme par l'autre langage et peut donner à chacun, on dit converter, le langage qu'il veut. Et en plus, nous avons le Espresso Book Machine, qui est la deuxième prototype au monde. C'est la possibilité d'avoir tout matériel qui est en ligne, on peut l'imprimer. Alors voilà la machine, c'est un prototype, elle va plus tard être plus petite. Hop, on fait un livre en 5 minutes, 10 minutes, vous sort le livre, tout à fait lisible tout de suite. Donc je dis aux gens, venez rendre visite, consultez la version numérique et puis achetez le livre.
Et en plus, nous allons rééditer toutes les œuvres classiques de cette période glorieuse de l'islam et des sciences. Et tout ça, c'est juste le début. Mais pour les sciences, pour que les sciences puissent prendre place chez nous, il y a une transformation encore importante. Jusqu'à il y a 10 ans, il n'y avait que 2 genres de sciences. Il y avait les sciences théoriques et les sciences expérimentales. Or, il y a à peu près 10 ans, on a les sciences de simulation in silico. Les ordinateurs sont devenus suffisamment puissants que nous pouvons faire cette transformation en réel. Et donc, nous avons une bibliothèque mixte qui donne 37 000 journaux disponibles n'importe quand, qui donne une grande puissance informatique. Nous avons installé maintenant un supercomputer. Pour avoir le titre de supercomputer, le computer doit faire 10 millions de calculs par seconde. C'est 10 teraflops. Et nous avons un centre analytique qui fait une réalité virtuelle des choses. Voilà le centre analytique, vous pouvez visiter. Ce mur peut se fermer. Tout ça sont des écrans d'ordinateur. Ça peut se fermer et vous rentrez à l'intérieur et vous pouvez être à l'intérieur d'une molécule si vous voulez, ou à l'intérieur d'un bâtiment lointain. Et on peut faire des analyses géologiques, des analyses médicales en réalité virtuelle. Et ça a été utilisé d'ailleurs dans beaucoup d'universités pour faire des chirurgies du cœur, etc., d'autres choses. Ça, c'est la même information, ce que vous voyez ici, ça c'est la même information offerte par MRI, qui est beaucoup moins visible. Nous avons adapté ces technologies pour les problèmes de l'Égypte. Ça, c'est une étude sur le sphinx pour voir où il serait érodé par le vent et la poussière. Eh bien, cette analyse nous montre les points rouges, c'est les points qui sont faibles. On a fait une visite virtuelle à la bibliothèque d'Alexandrie. Vous pouvez entrer, naviguer à l'intérieur. Ça, c'est dans une conférence où on discutait avec des savants de différentes académies scientifiques où je présentais des choses. Les stockages, comme je vous ai dit, 100 millions de livres par colonne, une grande connectivité où nous essayons encore d'augmenter notre connectivité avec le réseau Géant 2 européen. Donc, cette infrastructure pour les sciences nous donne de nouveau, l'avenir numérique est déjà là, et nous sommes fiers de rejoindre les artisans de cet avenir meilleur. Mais nous venons juste de commencer, nous avons à peine 6 ans. Alors, mesdames et messieurs, face à ces problèmes, est-ce que c'est suffisant? Je dis oui, il faut oser rêver, il faut oser être audacieux. Et en travaillant tous ensemble, nous pouvons beaucoup faire pour toute une génération et pour le monde entier. Et je suis convaincu que nous pouvons réussir. Et je vous donne 2 exemples qui sont frappants. Le premier est l'Antarctique. Alors, lors de la soi-disant découverte de l'Antarctique, il y avait évidemment les puissances que nous connaissons, aller amener les bulldozers, il fallait faire de l'industrie, du minage, etc., beaucoup d'argent, des bases militaires. Et qui a fait face à ça? Quelques individus menés par, entre autres, le commandant Cousteau, Jacques-Yves Cousteau. Et les gens lui ont dit, mais enfin, tu veux vraiment qu'un continent entier soit simplement là pour les pingouins? Et il leur a dit, ben oui, pour les scientifiques et les pingouins. Et vous savez, on a réussi. L'Antarctique a été protégée de l'exploitation commerciale et militaire par une poignée d'individus qui croyaient à la valeur de cette action. En même temps, ça j'ai vécu aux États-Unis lors de mes études, ça c'est Martin Luther King en 1963, qui se dresse à Washington, devant le Mall, et qui fait un discours historique. I have a dream. J'ai un rêve et je rêve d'un jour où mes enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par la qualité de leur personne. Et les rêves peuvent être réalisés. Et même le président Obama, c'est lui qui nous dit il faut l'audacité de l'espoir. Il faut avoir cette audacité de l'espoir. Margaret Mead nous dit ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens intellectuels et engagés puisse changer le monde. En vérité, rien d'autre n'a pu le faire. Il existe de grandes puissances qui promouvoient la haine, l'obscurantisme, le fanatisme, la xénophobie, en Occident aussi bien qu'en Orient. Mais, je vous dis que nous, les centres culturels de ce siècle nouveau, promoteurs des valeurs des Lumières, défenseurs de l'approche scientifique, nous relevons ce défi. Et certes, nous sommes petits face à ces courants néfastes. Et vous pouvez dire, nous sommes très petits. Et eux sont très grands. Mais, je vous dis, nous allons vous surprendre. Merci.
remercions infiniment le professeur Serageldine pour cette formidable leçon d'espoir, pour cet exemple de créativité dans le monde actuel d'un centre culturel aussi riche, aussi prometteur, et avec une activité d'une fécondité et d'une intensité exceptionnelle. Alors, si il y en a parmi vous qui souhaitent poser des questions, eh bien, c'est le moment de le faire. Des personnes avec des micros seront aux quatre coins de la salle. Vous levez la main et je tâche d'identifier la personne qui pose une question de façon à ce qu'elle puisse formuler cette question dans le micro et le professeur Serageldine tâchera d'y répondre lui-même. Alors, y a-t-il des questions? Ah, en haut là-bas, s'il vous plaît. Juste le temps de vous rejoindre. Tout à fait au fond. Voilà, merci. Merci pour ce rêve que l'on vous avait donné, monsieur, et de faire revivre. J'aurais voulu poser une question sur une dame que vous connaissez certainement, qui a vécu il y a très longtemps, qui est une savante mathématicienne et qui est la fille d'un des responsables de la bibliothèque il y a bien longtemps et qui est morte par fanatisme religieux. Est-ce qu'on sait des nouvelles choses sur elle? Vous voyez à qui je fais allusion? Oui, absolument. Hypatie, fille de Théon, qui a été assassinée de la manière la plus brutale par la foule, la plèbe, en 415 de notre ère. C'est une femme remarquable, elle était philosophe néoplatoniste, la première femme dont le nom passe dans les annales des mathématiques et de l'astronomie. Malheureusement, ses ouvrages, on ne les a pas, mais on a une lettre qui lui demande conseil sur les calculs nécessaires pour faire des astrolabes, ce qui était la chose la plus compliquée de cette période. Donc elle était reconnue comme étant une autorité dans ce domaine aussi bien. Malheureusement, nous connaissons assez peu de cette période. Nous connaissons plus sur son père, Théon, qui était le dernier des grands savants de l'ancienne bibliothèque, qui a réédité les œuvres d'Euclide. Et nous avons pensé faire une conférence scientifique autour d'elle, mais malheureusement, on a assez peu d'écrits. Et ça, c'est une des grandes tragédies de l'histoire. Je ne me suis pas évidemment attardé là-dessus, mais avec la perte de l'ancienne bibliothèque, on a perdu une quantité de savoir extraordinaire. Et là, je peux ajouter quelque chose, monsieur le professeur, sur le fait que je pose souvent cette question aux Occidentaux. Je leur dis, si on a vraiment tout perdu de l'ancienne bibliothèque par les incendies les uns après les autres, on a eu un 48 avant Jésus-Christ avec Jules César, ensuite en 262, et puis ensuite avec 391. Et comment ça se fait que nous avons ces documents jusqu'aujourd'hui? Eh bien, on le doit à quelqu'un qui était un musulman, moitié arabe, moitié perse, moitié iranien, qui vivait à Bagdad. Donc, par les profiling aujourd'hui, on dirait de lui un terroriste, mais qui a fondé, c'était Al-Ma'moun, fils de Haroun al-Rachid des Mille et une Nuits, qui a fondé à Bagdad Beit al-Hikma, ou la maison du savoir, et où il a dit que n'importe qui traduirait un ancien document en arabe recevrait son poids en or. Alors, évidemment, si vous avez un manuscrit au Caire ou à Tunis, etc., vous le preniez, vous alliez à Bagdad, vous le faisiez traduire, et vous prenez une partie du poids en or. Ce qui a fait qu'en fait, tel un grand aspirateur, il a ramassé toutes les bribes qui restaient dans le vaste empire de Maroc jusqu'aux Indes. Il a ramassé tout ça, et il est allé jusqu'à l'Asie centrale et au sud jusqu'au Soudan. Tout ça a été ramassé et remis en place à Bagdad des Mille et une Nuits, Bagdad des Abbassides, et des copies et des copies et des copies ont été faites en arabe, qui ont repassé donc à l'Europe à travers la Sicile et l'Andalousie. Et malheureusement, Bagdad a été totalement détruite par les Mongols au XIIIe siècle, mais cette œuvre qu'il nous a faite était extraordinaire. Alors évidemment, la langue de la science est devenue l'arabe en 70 ans de cette période, et le ministre des Finances lui a dit « Monsieur, les scientifiques sont en train de nous voler.
ils écrivent avec des grosses lettres sur un papier épais pour augmenter le poids. Sur ce, Al-Ma'moun lui a dit, laissez-le, ce qu'il nous donne est bien plus valable que ce que nous leur donnons. Voilà le genre de dirigeants dont nous avons besoin. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonsoir, je suis ravi de rencontrer M. Ismaël, le professeur qu'on recherchait dans le monde. Il y en a très très peu après Schindler. J'aimerais poser une question. Quand il a parlé des musulmans qui se tuent entre eux, qu'est-ce qu'il en est avec les Alevis? Est-ce qu'il peut nous un petit peu éclaircir de ce sujet? Sur les Alevis. Les Alaouis? Oui, les Alawites. Alaouites, oui, les Alaouis. Vous savez, il y a des groupes chiites, des groupes alaouites en Syrie, disons le corps essentiel de l'élite syrienne sont d'origine alaoui, mais souvent ces combats prennent un caractère, se revêtent d'un caractère idéologique. L'association syrio-iranienne a beaucoup moins à voir que le fait qu'ils sont des Alaouis et des chiites qu'entre Alaouis et chiites, que ça n'a à voir que la Syrie, le Baas syrien ne voulait pas être assujetti au Baas irakien, et donc une alliance avec l'Iran face à l'Irak de Saddam à l'époque avait beaucoup plus de sens. Et c'est là où il faut faire très attention. De nouveau, je reprends le thème d'Amin Maalouf, qui dit, dans la question des identités meurtrières, il ne faut pas rechercher à réduire les choses à une seule dimension. Notre monde est extrêmement complexe et il y a de multiples dimensions où des dimensions laïques se trouvent superposées sur des dimensions religieuses, sur des dimensions ethniques, de telle manière qu'il est souvent difficile de pouvoir s'y retrouver. Une très grande partie, par exemple, des musulmans qui s'entretuent au Pakistan ou en Afghanistan sont des sunnites. Mais il y a des différentes ethnies, vous avez les Pashtuns, les Punjabis, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails là-dessus parce qu'il faudrait alors qu'on fasse une conférence séparée, mais peut-être qu'on pourrait se retrouver plus tard. Professeur Torrance, et puis après une question ici. Oui, une des questions, M. Sirajeldine, qui m'a passionné, c'est quand vous nous disiez, dans une autre occasion, que la liberté d'expression est fondamentale, mais qu'il est indispensable de garder toutes les œuvres de l'esprit, même si on est contre. Oui. Parce qu'il est indispensable, effectivement, que l'on puisse répondre. Ce n'est pas en brûlant les livres qu'on détruit les idées, mais éventuellement, il faut garder, à la bibliothèque d'Alexandrie, vous gardez même les livres qui sont condamnés, plus ou moins, de façon à pouvoir les étudier, est-ce qu'on puisse répondre, ce qui est, je pense, absolument fondamental. Et j'aimerais que vous exposiez un peu plus en détail ceci, parce que je crois que c'est fondamental. Merci, professeur Thérèse. Oui, en effet, je pense que la responsabilité d'une bibliothèque est en fait de garder et d'organiser le savoir. Et je ne pense pas qu'on garde le savoir ou qu'on l'organise en évinçant une partie de ce legs qui a été créé par des gens, même quand on n'est pas d'accord avec eux. Il est, par exemple, j'ai chez moi les versets sataniques de Salman Rushdie, mais j'ai aussi Mein Kampf de Hitler. Parce que je pense que si quelqu'un veut écrire une biographie sur Hitler, veut répondre à ces notions antisémites, eh bien, où est-ce qu'il trouverait une copie? Et quand les gens, certains de mes collègues co-religionnistes égyptiens me disaient « Mais enfin, comment est-ce que tu peux avoir un livre comme celui de Salman Rushdie? C'est un livre odieux. » Je dis « Très bien. Et si vous voulez réécrire une réponse à Salman Rushdie, où est-ce que vous trouverez une copie? Vous n'avez qu'à venir chez moi et vous pouvez le lire. » Et puis, voilà, c'est une de mes responsabilités. Et quand on fait l'archive de l'Internet, on prend tout. Tout. Tous les ordinateurs que vous avez vus, j'en ai 2200 à la bibliothèque d'Alexandrie, sont ouverts sur le net, mais je fais un filtrage de deux choses, les sites porno et les sites gambling.
Parce que je ne veux pas que l'opinion égyptienne qui est assez conservatrice, qu'on puisse quelqu'un prendre une photo d'une jeune personne en train de faire un site porno à la bibliothèque d'Alexandrie et dire voilà ce qu'ils font à la bibliothèque d'Alexandrie. Et il s'avère d'ailleurs que la plupart des grands centres culturels font la même chose pour ces deux genres d'activités. Mais à part ça, tout est ouvert, quel que soit le site. Mais à l'archive de l'Internet, il y a tout. Tout. Parce que ce sont des robots qui vont photographier 6 fois par an toutes les pages disponibles publiquement sur le web. Donc, quelle que soit la nature de ces pages, puisqu'elles sont disponibles publiquement, elles sont photographiées, répertoriées, et elles se trouvent à l'intérieur de l'archive. Oui. Je rentre quelqu'un d'autre? Oui, non, c'est pour vous, juste derrière après. D'accord. Je rentre d'une conférence qui a eu lieu en Tunisie il y a une semaine. 1000 participants. C'était une conférence financière. Et ma question, et il se trouve que je représente un très grand groupe financier international, ma question est dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait organiser une conférence chez vous? Est-ce que vous le faites d'un point de vue, disons, académique, financier Absolument. Absolument, vous êtes le bienvenu. Nous organisons 700 événements par an, dont à peu près 120 grandes conférences. Et nous recevons les conférences dans tous les domaines, que ce soit la chirurgie thoracique ou l'archéologie ou les finances. Moi-même, évidemment, ayant été vice-président de la Banque mondiale, passé 28 ans à la Banque mondiale, c'est un sujet qui me passionne et je serais très heureux de recevoir une grande conférence autour du sujet de la crise financière actuelle, mais c'est une autre conférence, c'est un autre sujet, et vous serez le bienvenu. Monsieur, merci encore pour ce magnifique résumé de toutes vos activités. J'ai une question très bête à vous poser. Où peut-on trouver, puisque vous êtes un expert, une copie de votre œuvre sur Shakespeare? Ah, de mon œuvre. Je vais prendre votre carte et je vous enverrai une copie signée, mais vous pourrez la trouver sur le web. J'ai un site web pour moi-même et où je vais assurer que je vais en mettre une copie complète du texte là-bas. Et y compris l'introduction que Wally Soyinka, prix Nobel de la littérature, mais lui-même professeur de littérature anglaise, a écrit pour mon ouvrage qu'il avait beaucoup apprécié. L'ouvrage, lui, s'appelle Wally Soyinka, qui est Wally Soyinka, c'est un Nigérien qui a eu le prix Nobel en 1988. Et pour ses écrits, sa poésie, etc. Mais lui-même était professeur de littérature anglaise. Donc, son métier, à part être écrivain, était qu'il était professeur de littérature anglaise. Et c'est lui qui a écrit l'introduction à mon petit ouvrage que j'apprécie particulièrement. Je vous enverrai une copie, monsieur, je prendrai le nom, mais vous le trouverez sur mon site web, serageldin.com. C'est tout, serageldin.com. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport justement à la liberté d'expression et de savoir un peu comment, si vous aviez, quels étaient vos liens, vos rapports avec le gouvernement, avec la politique de votre pays. Alors, je vais prendre un exemple, puisque vous parlez d'une bibliothèque très ouverte, très libre, un pays où des homosexuels sont enfermés, jugés. Et quels sont vos rapports si vous, dans votre bibliothèque, vous montrez un film comme Brokeback Mountain ou d'autres ouvrages qui seraient ouverts sur ce sujet? Est-ce que vous avez parfois des censures ou des... Non, en fait, moi, j'ai pas de censure, et j'y crois pas, mais il y a une censure sociale. C'est-à-dire, j'ai fait une fois, à l'occasion de la journée de la femme, j'ai fait tout un festival autour d'une productrice, Inès Daradi, qui est très controversée. Elle parle des lesbiennes, elle parle des affaires sexuelles, d'une jeune fille égyptienne qui va à Paris, qui a des tas d'affaires, etc., qui est donc considérée par la société comme étant inadmissible. Mais c'est une œuvre artistique, et l'œuvre artistique a sa propre valeur intrinsèque.
Et donc, j'avais promis ça, mais j'avais reçu beaucoup d'attaques et de questions, des gens qui ont circulé des pétitions contre moi. Mais je leur ai dit, écoutez, si vous avez quelque chose à dire, nous allons discuter de l'œuvre artistique, vous êtes les bienvenus, tant que vous respectez l'autre. C'est-à-dire, comme nous le faisons ici, chacun s'exprime, on attend que l'autre finisse de s'exprimer pour s'exprimer. Je ne permets pas que quelqu'un chahute, etc., pour... j'amène les gardes et je les jette dehors. Mais tant qu'ils sont là, qu'ils attendent leur tour, qu'ils demandent la parole, qu'on leur donne la parole, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent. Et même dans le cadre de la réforme politique dont nous parlons, il y a des gens, beaucoup de gens de l'opposition qui sont là. Il y a des gens qui disent que le président Moubarak devrait démissionner, ne devrait pas se représenter. C'est leur opinion, ils ont le droit de s'exprimer. On les laisse s'exprimer. Mais il y a une pression sociale. Et je crois que le problème, là, c'est un problème du courant social majoritaire et où il faut un travail de longue échéance. L'ouverture, la tolérance, la transformation est quelque chose qui vient au fil des années de la pensée, de la réflexion. Et ce qui s'est passé, par exemple, avec les Noirs en Amérique, était impensable. Moi, j'ai vécu l'histoire, l'assassinat de Martin Luther King, tout ça. L'idée qu'un jour il y aurait un président des États-Unis, et tout ce que les gens demandaient, c'était que d'abord qu'il n'y ait pas des écoles ségrégées, qu'ils ne doivent pas aller par des portes différentes, qu'ils pouvaient monter dans les mêmes choses et qu'ils avaient le même droit de vote. C'était quand même peu. Et pourtant, Barack Obama est devenu président avec des votes blancs, parce que les Noirs, ils ne sont que moins de 10%. Donc il n'aurait jamais eu sa majorité s'il n'avait pas eu des votes blancs. Donc cette notion que l'ethnie allait toujours déterminer la position des votes n'est pas vraie. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a eu 45 ans entre le discours de Martin Luther King et le discours de Barack Obama en Colorado devant 78 000 personnes acceptant la nomination du Parti démocratique, ayant vaincu par les primaires pour être arrivé à ce point-là. Il y avait exactement 45 ans, jour pour jour. C'est quand même 2 générations. Deux questions. Monsieur Zerradjini, merci beaucoup, merci infiniment pour votre conférence magistrale. Le patrimoine de l'humanité, le patrimoine manuscrit, les livres manuscrits qui demeurent encore enfouis dans les fins fonds des bibliothèques à travers le monde, qui n'ont pas encore été réédités, édités d'une manière critique, la mise en évidence. Comment, selon vous, peut-on... est-ce que toutes ces bibliothèques à travers le monde, et je ne veux pas les nommer, qui continuent à maintenir l'accès difficile aux chercheurs, à ce département des manuscrits, à des fins de recherche, à des fins de rééditer, est-ce qu'on peut juguler ce retard? Une grande partie du patrimoine manuscrit demeure encore inconnu alors que nous sommes arrivés à l'ère du numérique. Nous vivons l'ère du numérique, les livres numériques. Et une deuxième petite question, est-ce que vous croyez à une société multiculturelle? Une société multiculturelle, selon vous, est-ce qu'elle est une société épanouie et riche ou bien elle est vouée à l'impasse? Merci beaucoup. Merci. Pour la première question, j'espère, je crois que ça aura beaucoup à faire avec les gestionnaires de ces bibliothèques et un peu la peur de l'autre qui existe dans certains pays. Mais je pense que c'est une question d'acheminement du temps. On aura des copies numériques qui seront disponibles et les grands chercheurs pourront travailler sur les copies numériques, donc ils n'auront pas besoin de prendre le texte que les gens jalousement sont en train de protéger. Mais ce n'est qu'un début. D'ailleurs, avec la Bibliothèque du Congrès, avec Jim Billington, je vous ai montré la photo de notre signature de l'accord, on disait qu'il y a certains manuscrits que nous connaissons, nous savons, il y en a une partie au British Museum, une partie en Amérique, une partie je ne sais pas où. Et pour la première fois, on pourra lier les différents morceaux d'une manière numérique
on pourra tourner les pages sur notre ordinateur comme si c'était un seul livre, malgré que chacun gardera son manuscrit. Je crois que ça, c'est une des choses essentielles. Votre deuxième question était sur la société multiculturelle. Oui, la société multiculturelle. Alors là, vous savez, je suis très grand admirateur de la Suisse. La Suisse est multilingue. Elle a même toléré le romanche comme étant 4e langue du pays. Si je ne me trompe pas, vous aviez 5 textes de romanche pour 50 000 personnes. Vous avez catholiques, protestants, etc., qui se trouvent ici, qui se côtoient. La Suisse est arrivée à créer une identité à 2 vitesses. Une identité locale très puissante. J'étais à Zurich, j'étais à Berne, pardon, je disais à quelqu'un, alors vous êtes bernois? Il me dit, pas du tout, je viens de Zurich. Moi. Donc il y avait une conception très locale d'un côté, mais il y a une conception d'être suisse qui est très puissante aussi. L'Europe aujourd'hui essaye de recréer ça à l'échelle de l'Europe, c'est-à-dire en acceptant la notion d'une communauté de nations où les Italiens demeurent Italiens, les Français demeurent Français, les Allemands demeurent Allemands, mais il y a une identité européenne. Et pour ceux qui doutent de ça, je dis, mais regardez le miracle qui s'est passé. Le miracle qui s'est passé, c'est après les guerres où il y a eu des bains de sang extraordinaires, Verdun, la Somme, etc. Vous avez eu des guerres franco-germaniques en 1870, en 1914, en 1939. Et puis, tout de suite après la guerre, des gens comme Schuman et Monnet osaient rêver du jour où il y aurait une Union européenne. Et à un moment donné, même De Gaulle les appelait les apatrides. Mais n'empêche qu'ils ont réussi. Et qu'aujourd'hui, il y a, en moins d'une génération, d'ailleurs une seule génération, il y a une génération de jeunes gens, français et allemands, qui ne peuvent pas concevoir que leurs 2 pays se feraient la guerre. Ce qui n'était pas clair et acquis au début, qu'on pourrait faire quelque chose de pareil. Et pourtant, ça s'est passé. Ça s'est passé ici, sur votre sol. Et cette idée de la communauté européenne, cette idée de l'exemple suisse, qui permet à chaque communauté d'avoir son identité, sa personnalité, de s'exprimer, en même temps de respecter une unité avec cette diversité, une unité de la nationalité suisse, en même temps que cette unité de l'identité européenne. Pour moi, c'est une très grande aventure. C'est une grande aventure pour l'humanité, sortant de ces guerres du XXe siècle, pour essayer de créer justement un monde nouveau, où nous devons passer au-delà de ces conflits, et pas seulement en Europe, mais ailleurs aussi, et nous pourrons y arriver, je suis convaincu. J'ai vu encore 2 questions, une au fond ici et une là-bas. 3. Oui, d'abord merci professeur Esmaïl. J'ai juste une question par rapport à ce que vous faites, le phare, disons, d'Alexandrie que vous créez par la bibliothèque. Au niveau national, je dis plus précisément entre les Coptes d'Égypte et les musulmans. Quel est le rôle de la bibliothèque pour, si j'ose dire, éteindre un petit peu le feu entre les chrétiens et les musulmans d'Égypte? La bibliothèque est ouverte évidemment à tout le monde, et pas seulement ça, mais même dans nos emplois, nos directeurs, nos jeunes, etc. Il y a un mélange, mais c'est un espace laïque, c'est un espace de liberté, et donc il s'achemine vers cette notion d'ouverture et de tolérance qui, nous espérons, va faire l'effet voulu dans la société. Le petit lapin va battre le loup, vous le verrez. Pas tout de suite, mais on va y parvenir. Mais d'ailleurs, cette image, la dernière image sur laquelle j'avais mis merci, ça c'est le grand mur de la bibliothèque d'Alexandrie. Et ça a été conçu par une jeune sculpteuse de 26 ans, norvégienne, il reprend les lettres de tous les alphabets du monde, pas un mot, mais les lettres de tous les alphabets du monde. Et de là, c'est une manière symbolique de dire que ce lieu est ouvert à toutes les cultures, à tous les acquis, à toutes les nations, à tous les peuples, pour essayer justement de faire prévaloir cette notion de l'universel, de la dignité humaine, de la communauté que nous avons les uns avec les autres. Allez-y. Tout d'abord, merci infiniment pour cette démonstration
combien le système d'Internet nous permet de faire des bons au-dessus de la pauvreté et au-dessus de certains retards, ce qui ouvre déjà plein d'espoir en soi. Je ne sais pas si je peux quand même poser 3 petites questions d'ordre plus pratique. Premièrement, quel est le système de classement que vous adoptez pour arriver à se repérer et surtout avoir accès à toutes ces informations stockées dans vos colonnes de vos archives? Oui. Deuxième question, est-ce que vous êtes relié, grâce à l'informatique, à tous les réseaux de l'université? Est-ce qu'on peut avoir accès à vos manuscrits ou à vos données de n'importe où dans le monde? Et puis troisièmement, une question un peu prosaïque qui se pose partout maintenant, je me risque à la poser. Comment est-ce que vous arrivez à financer tous ces programmes? Très bien. Alors, oui, je vais vous dire la dernière question d'abord. Nous finançons ça parce que en Égypte, comme aux Indes, les salaires sont extrêmement bas. Un jeune ingénieur d'informatique reçoit 300 francs par mois. 300 francs par mois. Et ils sont très bons. Ils sont des ingénieurs de pointe. C'est la même chose en Inde. Vous avez des ingénieurs de pointe, ils reçoivent des salaires indiens. Et c'est ça qui nous permet en fait d'avoir un tout petit, le budget de fonctionnement de toute la bibliothèque, avec tous ces centres de recherche, avec tout ce que vous avez vu, c'est 15 millions de francs par an, de francs suisses par an. C'est 3 fois rien. Mais ça, c'est à cause du fait qu'on a des jeunes gens qui prennent des salaires très bas. Mais ça, c'est la réalité. Mais je paye des salaires qui sont déjà 4 fois plus que le gouvernement, qui sont à peu près au niveau du secteur privé, à moins 5% ou quelque chose comme ça du secteur privé local. Donc j'ai des salaires pour le Caire, des salaires pour Alexandrie. Mais ça, c'est la première question qui nous permet de voir ça. Je vois à côté de vous, il y a le professeur de la Centa qui nous a visité et qui connaît très bien la capacité de nos jeunes chercheurs et qui sont très forts. Et ils viennent même travailler et donner des cours ici à Genève. La deuxième question, malheureusement, c'est pas disponible en ligne, mais c'est pas parce que je ne le veux pas, c'est parce que c'est interdit par les droits d'auteur. C'est-à-dire les maisons d'édition avec lesquelles j'ai passé des accords pour avoir les 37 000 journaux spécialisés n'accepteraient pas que je les mette en ligne. Parce que justement, eux, ils vendent des abonnements et ils ne sont pas prêts à accepter ça. Donc je suis obligé de garder ça. Je suis même dans des discussions importantes avec eux sur si je peux lier le site que j'ai au Caire, le centre de documentation au Caire, sans payer un deuxième abonnement. Ils veulent absolument me faire payer pour tout. Personnellement, je trouve que c'est abominable parce que quand même les chiffres d'abonnement sont calculés au taux des Occidentaux et pas à notre taux à nous. Par exemple, Chemical Abstracts coûte 45 000 $ par an. Ce sont des abonnements institutionnels, je ne parle pas des institutions privées. IEEE coûte 110 000 $. J'ai négocié avec IEEE, j'ai obtenu 50% de débit, ça fait quand même 55 000 $. À un moment où je paye un jeune ingénieur 300 par mois. Alors imaginez-vous en salaire d'ingénieur ce que ça fait, comparé évidemment au salaire d'ingénieur en Suisse ou en Amérique ou en Allemagne. Et ça, pour moi, c'est vraiment abominable, mais c'est vrai, c'est la vérité, c'est là où nous vivons. Et donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à diffuser tout ce que je veux. Mais tout ce qui m'appartient à moi, je l'ai déjà diffusé, tout est disponible. Par exemple, tous les sites archives, etc., que vous avez sur l'Internet et sur l'archive de Nasser, de Sadat, etc., histoire de l'Égypte, les 2,5 millions de documents sur le canal de Suez, tout ça c'est disponible sur web, gratuit, gratis. Nous croyons à cette notion que le savoir est pour tout le monde. Et alors, finalement, pour l'archive de l'Internet, vous avez quelque chose qui s'appelle le Wayback Machine, où vous entrez le site. C'est-à-dire, je peux mettre www.worldbank.org. Et alors, tout de suite, ça me donne une page qui dit, pour la World Bank, pour la Banque mondiale, nous avons en 96, 4 fois, en 97, 7 fois, en 98, tant de fois. Et alors, vous pouvez aller cliquer sur, par exemple, je ne sais pas, juillet 12 2001,
et vous vous retrouverez dans le site de la Banque mondiale le 12 juillet 2001, comme il était à ce moment-là. Alors, ce qui permet, par exemple, que vous pouvez chercher qu'est-ce que disait le candidat George Bush sur son site en l'an 2000. C'est pas disponible ailleurs, mais dans l'archive de l'Internet, c'est disponible, parce que c'est une archive. Et alors, c'est assez éphémère, le net. Et à 120 jours, c'est la vie habituelle d'une page sur l'Internet. Et c'est pour ça que nous photographions, nos robots vont et photographient toutes les pages disponibles 6 fois par an, ce qui nous permet d'essayer de capturer tout ça pour les générations futures. Mais si vous ne connaissez pas le site web que vous cherchez, vous ne pouvez pas chercher à la Google, parce qu'avec Google, c'est indexé. Tandis que là, il faut savoir le site, et puis c'est une archive, ce n'est pas une bibliothèque, c'est une archive. Donc, pour trouver un dossier dans une archive, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche, et si on le cherche, je peux vous dire, voilà les dates qu'on a. Dernière question. Bonsoir, j'aimerais savoir si vous possédez des livres de dissidents politiques et notamment Nawal el-Saadawi. Oui, j'ai 33 livres de Nawal el-Saadawi. D'accord. Et est-ce que comment c'est perçu par rapport au gouvernement? Le gouvernement n'a rien à dire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans beaucoup de pays en ce moment, les gouvernements, disons que la censure gouvernementale n'est pas importante. Il y a une censure sociale qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Et malheureusement, je dis ça parce que j'en connais certains, que je considère d'une hypocrisie remarquable, dans un haut comité d'études religieuses, je leur ai dit, et je n'étais pas le seul, je leur ai dit, mais enfin, vous n'avez rien à voir à passer des jugements sur des œuvres artistiques, des œuvres littéraires. Et ils disent, ah mais non, passons aucun jugement. Je dis, comment vous passez aucun jugement? C'est pas vous qui avez interdit Walima ala Ashab al-Bahr, c'est pas vous qui avez interdit tel ou tel livre, c'est pas vous qui avez interdit le livre de Naguib Mahfouz, Aoulad Haretna, qui a été publié après sa mort, parce que lui, de son vivant, après qu'il a été attaqué, on n'a pas voulu. Ils disent, ah non, nous ne faisons pas ça. Nous sommes un centre scientifique. Les gens viennent et nous disent, voilà ce livre, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est acceptable pour l'islam ou pas? On l'étudie, on dit non, c'est pas admissible. Du point de vue de l'islam, ça c'est un livre horrible, inadmissible. Et puis après, c'est une opinion. Je dis oui, et après ça, les gens vont, ils ont tué Farag Fouda, ils ont attaqué Naguib Mahfouz, ils ont tellement enquiquiné Nasr Hamed Abou Zaid qu'il a quitté l'Égypte avec sa femme Ibtihal Younis, qui enseigne maintenant à Leiden University dans les Pays-Bas. Donc c'est la censure sociale qui est beaucoup plus importante dans ces questions que n'importe quoi. Et pour l'université, je veux dire, la bibliothèque, on a tous les droits de mettre n'importe quel livre que nous voulons. Alors nous avons tous ces livres, malheureusement je dois dire, y compris certains livres d'art. Tout est disponible on the shelf, OpenStax. Vous pouvez aller prendre n'importe quel livre que vous voulez. Mais tous ces livres-là, y compris certains livres d'art, ne sont pas disponibles on the shelf. Il faut aller et donner sa carte d'identité à la bibliothécaire qui est là, et elle vous amène le livre. Et quand vous rendez le livre, elle le voit, elle vous rend votre carte d'identité. La raison pour laquelle nous faisons ça, c'est que ça a été vandalisé. Il y a des gens qui allaient, qui prenaient les livres et qui les déchiraient ou qui écrivaient des choses dessus, qui gâchaient les livres, y compris des livres d'art, qui étaient simplement, ah non, ce sont des photos de femmes nues, etc. Il faut enlever tout ça. Alors, sur toute une catégorie de livres, j'ai ce deuxième classement, mais c'est pour protéger les livres en question. Mais ils sont disponibles. La seule raison pour laquelle je demande la carte d'identité, c'est qu'au cas où il amène un livre bousillé avec des pages déchirées, je ne vais pas le laisser sortir comme ça, je vais le faire payer le prix du livre au moins, si ce n'est autre chose. Mais c'est pour protéger ces livres. Mais ils sont tous disponibles.
Alors, l'ennui, c'est justement cette pression sociale. L'exemple des films qu'on avait fait de Inas El-Deredi et les démonstrations qu'ils ont faites, etc. Peut-être que d'autres personnes, si je n'étais pas directeur, c'était un autre directeur, qui leur aurait dit on annule le festival de Inas, on n'a pas besoin de faire un festival autour d'elle, et pourquoi, et on n'a qu'à faire quelque chose d'autre. De tout à fait acceptable comme Kulthum, par exemple, où personne ne s'opposerait à Kulthum, plutôt que de choisir un sujet controversé. Mais je pense que justement la fonction d'un centre culturel est de présenter ses œuvres controversées, mais je ne suis pas en train de les publier ni de les vendre, ils sont disponibles pour qui les veut. Mais la pression sociale est forte, et c'est pour ça que c'est le combat contre l'obscurantisme, le fanatisme et la xénophobie qui se fera au niveau de l'esprit. Et d'ailleurs, je vais vous signaler quelque chose. La bibliothèque d'Alexandrie, qui se rattache directement au président de la République, et dont le président du conseil d'administration est Madame Moubarak en personne, elle reçoit tous les opposants, tous les partis d'opposition, etc. Et la plus belle description de la bibliothèque d'Alexandrie moderne a été écrite par un des grands partis d'opposition, le docteur Yahya Gamal, qui a écrit en disant que la bibliothèque d'Alexandrie est le centre des brigades des Lumières. J'ai trouvé ça très beau.